Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce qui va être jusqu'à maintenant la meilleure review de cette chaîne, puisque comme nous nous en doutions lors de la précédente affaire, où Velmout s'était infiltré chez les Kudo, Gosho vient de nous offrir une confrontation entre le FBI et les hommes en noir, et nous savons désormais qui est Rome parmi les trois suspects. Alors commençons sans plus attendre par le commencement. Comme je viens de le rappeler lors de la précédente affaire, nous nous étions laissés sur un moment très tendu où Akai et Yusaku parlaient d'une action à grande échelle de l'organisation. Eh bien, il s'avère qu'elle ne s'est pas fait attendre, cette fameuse action à grande échelle, puisque dès le file 1061, nous découvrons que des agents du FBI se font tuer un par un par les hommes en noir. Tony est en retard. J'espère qu'il n'est pas allé traîner dans ce fameux restaurant de ramen. Ah, ou alors, peut-être est-ce moi qui ai mal résolu cette énigme. Pourtant, le code disait... Oh. Ah, Tony, tu es donc enfin venu. Désolé, mais Non, Tony ne viendra plus. impossible. Ah, shit. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Jean. Oh. Et comme ça, envie de nous dire où se trouve votre cachette? Tu ne vas rien me dire. Comment? Dans ce cas, notre affaire ici est terminée. Après cela, nous retrouvons Conan et les détectives juniors qui se promènent dans la ville. Ils sont en train de regarder les actualités qui parlent de la mort de 4 personnes étrangères dont on ne connaît pas encore l'identité. Donc on suppose bien que ces 4 personnes sont des agents du FBI, quand soudain, ils entendent un gros bruit qui va les mener dans une ruelle adjacente où ils retrouvent le cadavre tout frais de l'agent que nous avons vu en début de file. A l'aide de ses lunettes, Conan va découvrir la présence de vodka sur le toit de l'immeuble et va ordonner aux autres de partir le plus vite possible. Et c'est là que nous allons avoir une sorte de petit remake d'une confrontation qui va sûrement vous rappeler quelque chose, car en s'approchant du cadavre, Jean va demander à Korn et Chianti de l'abattre, donc c'est-à-dire d'abattre Conan, sauf que heureusement, Kir prévient que d'autres témoins sont déjà sur place, et on suppose bien que ce n'est pas vraiment dans leur projet d'abattre 4 personnes supplémentaires, et puis de toute façon, comme Jean l'explique, le FBI a osé faire des recherches dans leur entourage, dans un pays dont ils ne sont pas autorisés à être, donc grosso modo, les hommes en noir sont assez protégés vis-à-vis du FBI. Les hommes en noir se retirent et Conan découvre un code secret qui, comme nous le verrons un peu plus tard, est un code que les agents du FBI s'envoient pour se donner rendez-vous. Pris de panique, Conan court jusque chez lui et s'inquiète que personne ne réponde au téléphone, ni Akai ni Yusaku. Comme d'habitude, sa porte est ouverte et au moment où il ouvre la porte de la bibliothèque, il découvre que l'ensemble des membres du FBI ont établi leur QG chez lui, donc voilà, ils se sont posés assez tranquillement. Nous avons James, Jody, Kamel et une bonne dizaine d'autres membres. Yusaku et Yukiko ne sont pas encore là car ils sont sortis faire des courses pour tout le monde et cela va avoir une certaine importance dans cette affaire, mais ça nous le verrons juste après. Dans le file 1062, après avoir raconté qu'un agent du FBI venait juste de mourir, Conan montre encore une fois toute l'étendue de son intelligence en expliquant la méthode permettant de déchiffrer les codes ainsi que la clé de déchiffrage utilisée. Je crois que là, il n'en a plus rien à faire qu'on le soupçonne de ne pas être un enfant. Pour une fois, depuis un petit moment, il s'approche enfin des hommes en noir et je peux supposer qu'il ne compte pas laisser sa chance passer. Sachant que la mort du membre du FBI n'a pas encore été diffusée aux informations, Kamel propose de tendre un piège aux hommes en noir en créant un nouveau code secret menant à une embuscade. Ainsi, tandis que les hommes en noir surveillent les lieux de rendez-vous dans un cercle bien défini, les agents du FBI veulent en profiter pour poster des snipers encore plus loin pour avoir un cercle encore plus large. Kamel se propose donc d'aller sur les lieux du faux rendez-vous avec un autre agent qui est en réalité le frère de l'agent mort un peu plus tôt. Le rendez-vous étant dans un parking souterrain, il ne craint rien tant qu'il sera à l'intérieur de ce parking. Le piège se met donc en place progressivement, les hommes en noir interceptent le code, s'apprêtent à s'y rendre jusqu'au moment où une voix, celle de Rome, se fait entendre et je crois bien qu'il a quelque chose à leur dire. La nuit vient de tomber et plusieurs équipes du FBI se postent en embuscade autour du parking souterrain. Tout semble se passer comme sur des roulettes
toujours aucun signe des hommes en noir, jusqu'au moment où l'un des agents du FBI se fait tirer dessus. On découvre alors que grâce à Rome, les hommes en noir ont pris une longueur d'avance et se sont postés dans des immeubles encore plus loin pour les prendre en tenaille. Et un peu dans la précipitation, alors même qu'Akai lui a défendu de sortir du parking, Kamel décide de prendre la voiture et de sortir. Et là, il y a quelqu'un qui les attend et c'est le drame. A l'instar de son frère, Mark, l'agent du FBI, ne se prend pas une balle mortelle, mais au vu de son cri, ça a dû faire extrêmement mal. Avant de vous raconter la suite, notons tout de même l'excellence de cette scène, avec Jean qui tire avec un sniper qui ressemble étrangement à un PTRS, sniper russe, et ça je peux vous dire que ça fait super plaisir. Enfin, les hommes en noir sont en action, et ça fait très mal. Bien sûr, ne vous imaginez pas que Kamel et Mark vont s'en sortir aussi facilement, car c'est à partir de ce moment précis que la véritable confrontation débute avec une course-poursuite. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Eh bien c'est Yusaku qui va l'expliquer avec le simple fait que le code écrit par Jody contenait une sorte d'intrus par rapport aux autres codes. Comme elle a appris le japonais grâce à une amie enseignante à l'école primaire, sa façon d'écrire est très académique, ce qui n'était pas le cas des autres codes. Ainsi, pour ne pas éveiller les soupçons, le fou de Kadefu aurait dû être écrit avec un H, et c'est là que l'on découvre toute l'intelligence de Rome qui a su déjouer ce piège, alors même que Jean aurait pu tomber dedans la tête la première. Mais au fait, Kamel et Mark, où est-ce qu'ils en sont? C'est bien beau de blablater chez les coups d'eau, mais c'est vrai qu'il y a quand même un peu plus urgent à côté. Au vu de l'état de Mark, Kamel propose de trouver un endroit safe où il pourra le déposer en attendant des renforts, mais malheureusement il se fait poursuivre par Korn et Chianti. La voiture qui nous poursuit est une Dodge Viper. On n'a pas le temps de réfléchir. Kamel, il semblerait que votre voiture ait reçu un coup de feu. Oui, la balle est entrée par la porte droite et est passée par la porte conducteur. Mais ce n'est pas un problème pour la voiture. Cependant, la balle a traversé la cuisse de Mark et il est gravement blessé. On devrait l'emmener à l'hôpital. Dans ce cas, tourne à droite à la deuxième intersection puis à gauche. Entrez ensuite dans la rue Barrel. Mais si je fais ça, il y aura beaucoup de voitures et ça va être difficile de conduire dans le sens opposé. Il va réussir à les enfumer en à peine 2 secondes, car grâce à une manœuvre assez bien maîtrisée, il va réussir à se garer en contresens, déposer Mark puis s'en aller. Ce que j'adore dans cette scène, c'est surtout le moment précis où les deux voitures se croisent. J'ai vraiment hâte que cette confrontation soit adaptée en animé, car j'imagine déjà un petit ralenti au moment du croisement. Ça va être assez insane. Chose importante, c'est que Korn a remarqué la voiture en contresens, mais avec son cerf-volant, on va appeler ça comme ça, Korn c'est un peu le cerf-volant de l'équipe, il ne va pas le faire remarquer tout de suite, mais beaucoup trop tard. Pour la première fois, vous allez voir qu'il va avoir une importance assez majeure dans cette confrontation, mais comment vous dire qu'avec son cerf-volant, ça part déjà très mal. Bon, déjà, une équipe de SME, Jean et Vodka entrent en scène avec la Porsche 356A, ils prennent le relais sur l'autre équipe, et cette fois-ci, ça va être une autre paire de manches. Mais c'est une Porsche 356A. Jean. Devant toi, il y a une route en forme de T. Accélère et tourne à pleine vitesse à gauche ou à droite avant qu'ils ne te rattrapent avec leur voiture. Ne les laisse surtout pas te suivre. Compris. Une intersection. Et merde, où est-il allé? À gauche. Il a tourné vers la gauche. Vers la gauche, tu l'as vu? Accélère. Le voilà. Mais comment tu as deviné? Lorsque les gens se retrouvent pourchassés, ils tournent à gauche généralement. Même les agents du FBI, quand ils se retrouvent pourchassés, ont cette même habitude. Non, ça ne marche pas. Je ne peux pas me débarrasser d'eux. Ne te presse surtout pas, Kamel. Crois en tes compétences de conduite. Il entre dans la zone maritime de Umibotaro. Kir, Vermouth. Allez à Umibotaro. Allez-y de Shiba et coupez-lui la route. Je suis sorti du tunnel maritime de Hatoro. Si je sors en direction de Shiba, je pourrais peut-être en quelque sorte m'échapper.
Et voilà, fin de la course-poursuite, la voiture de Kamel est tombée dans l'eau et les hommes en noir attendent de voir s'il arrive à remonter. Comme je vous l'avais dit, Mister Cerf-Volant se rappelle avoir déjà vu Kamel, mais il ne sait plus vraiment où. Là, on comprend que Kyr est en danger car c'est bien Kamel qui conduisait lors de la confrontation de l'arc Kyr. La voiture de Kamel s'engouffre dans l'eau, la panique se fait sentir car il n'arrive pas du tout à ouvrir la portière à cause de la pression de l'eau. Le système électrique a pris l'eau, l'airbag s'est déclenché. Comment va-t-il réussir à s'en sortir? Heureusement que Conan et Yusaku sont là pour donner de bons conseils. Tout est question de physique et ça montre encore une fois le réalisme de l'œuvre. Je mets de gros guillemets à réalisme car pour la suite, certains vont sûrement faire des petites remarques, mais on verra ça juste après. Bref, pour sortir, le seul moyen que Kamel dispose, ça va être de devoir attendre que l'eau s'engouffre dans la voiture pour que la pression extérieure et intérieure s'égalise et ainsi pouvoir ouvrir la portière. Là, nous arrivons à la moitié de la confrontation et ça va devenir de plus en plus intéressant. Kamel va nager jusqu'à une petite île appelée Sea Monkey Island. Au début, on aurait pu croire à l'une des îles artificielles qui ont été construites pendant la Seconde Guerre mondiale pour la bataille navale, mais en réalité, cette île est une île naturelle, inhabitée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui ne comporte que des activités aquatiques ainsi qu'un camping. Gosho a dû réaliser un sacré nombre de recherches pour ancrer la confrontation dans le réel, car tous les éléments sont présents. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'il n'a pas fait apparaître une île en mode « je l'ai inventée pour les besoins de mon histoire », mais si Monkey Island existe réellement. On retrouve donc Kamel sur son île qui se promène près des anciens remparts en pierre et qui a vraiment besoin de se réchauffer. Rien de tel qu'un bon feu de camp pour faire sécher ses vêtements et reprendre un peu de force. Pendant ce temps-là, il est décidé qu'Akai, déguisé en Subaru, irait avec Conan pour porter secours à Kamel. Nous voyons clairement Subaru emporter avec lui son sniper, donc on peut bien s'imaginer qu'il ne part pas pour enfiler des perles. Parallèlement, les hommes en noir semblent rentrer un peu bredouille, avec Jin qui s'impatiente de voir le visage de Kamel, quand soudain Jin aperçoit le feu de camp sur Sea Monkey Island. Au début, il croit rêver car le feu a vite disparu suite à l'avertissement d'Akai, mais Rom en est persuadé. Au vu du sens des vagues, ce n'est pas impossible que le corps de Kamel ait dérivé jusqu'à cette île. Un yacht est déjà prêt pour les y emmener et la chasse à l'homme va pouvoir débuter. 6 contre 1, c'est pas très fair-play, mais bon, c'est un peu le jeu, ma pauvre Lucette. Toute la petite troupe arrive avec la ferme intention d'en découdre et les soupçons de Jin se confirment lorsqu'il découvre des traces de pas bien fraîches dans le sable. L'excitation de Jin est de plus en plus forte et il ordonne qu'on retrouve Kamel le plus vite possible. Kamel se fond tant bien que mal dans les bosquets avec son visage qu'il a dû enduire de boue, un peu comme à l'armée pour essayer de faire une sorte de camouflage. Dernière info que l'on a de ce file 1064, c'est que Kyr va appeler Subaru pour lui expliquer que si malheureusement elle tombe sur Kamel, elle sera dans l'obligation de la battre pour essayer de préserver la couverture qu'elle a au sein de l'organisation. Donc voilà, c'est vraiment une course contre la montre. Subaru et Conan vont devoir faire le plus vite possible pour sauver Kamel qui est vraiment dans la merde tout simplement. L'avant-dernière file, le file 1065, débute assez simplement avec tous les hommes en noir qui fouillent dans la forêt sans succès. Pendant ce temps-là, Kamel s'est caché dans le café du camping où il a réussi à trouver des sacs de jute afin de mettre en place sa prochaine manœuvre. Il fait l'inventaire de ce qu'il a sur lui et parmi le peu d'objets qu'il a, nous avons le béret qu'Akai lui a donné juste avant de partir, qui est une invention du professeur Agassa, du même type que le bonnet qui avait servi à Akai pour faire croire à sa mort. Donc nous savons déjà que des capsules de faux sang s'y cachent et cela pourrait bien être le seul moyen pour lui de s'en sortir. Vodka et Chianti entrent dans le café et nous allons avoir les dernières informations concernant Rom avant que sa véritable identité ne soit révélée. Vodka s'interroge sur son intelligence et sur le fait qu'il a jusqu'à maintenant retourné toutes les situations en la faveur de l'organisation. Lui ne sait pas à quoi il ressemble, mais il sait juste que Jin l'a déjà rencontré et que Jin sait où est Rom actuellement. Finalement, toutes les rumeurs le concernant sur son apparence, vieillard, homme efféminé ou grand, sont fausses. La seule rumeur qui est vraie est celle concernant son œil.
Chose étrange, Rome a changé de visage et il a pris un nom stupide. Rumi Wakita Kuroda, le mystère plane encore. Cette scène est extrêmement importante car comme vous le verrez, la révélation de Rome est une révélation que seul le lecteur peut voir, ce qui signifie qu'à l'heure actuelle, Conan ne connaît toujours pas sa véritable identité. Cependant, les paroles de Vodka vont être entendues par Kamel et il faut absolument qu'il survive pour pouvoir les rapporter aux autres. En entendant la conversation, Kamel va marcher sur un grain de café et là, ça repart. L'enfoiré! Tu penses pouvoir t'échapper? Mais merde! Tu es en train de me dire que tu es tombé à cause de grains de café? Ouais. Je m'attendais pas à ce qu'il me tende un piège comme celui-ci. Non, ce n'est pas un piège. Si les sacs de jute manquent, c'est parce qu'il va se cacher dans le sol. Écoutez-moi, cherchez dans chaque pouce de cette forêt jusqu'à l'aube et détruisez-les toutes. Attends, il y a un meilleur moyen. Encore une fois, Rome intervient et propose une solution plus efficace pour déloger Kamel qui se trouve actuellement dans le sol. Et cette solution est assez vénère quand même. Il décide de mettre tout simplement le feu à l'île pour éviter de brûler vif. Kamel est obligé de sortir de là. Il se retrouve cerné entre les flammes et l'organisation. Le seul moyen pour lui de vivre est de s'enfuir. Avant cela, Subaru lui explique une dernière chose à faire. Il va devoir retourner dans l'office touristique coûte que coûte. Kamel sort enfin de la forêt aux yeux de tous et court en direction de la jetée. Chianti lui tire dessus mais sa balle va le manquer. Tout le monde est à sa poursuite afin d'en finir avec lui. Et franchement, sa situation devient de plus en plus dure. Ah, tu as mis une vulgaire barrière entre nous. Si tu viens tranquillement avec nous, je te tuerai sans souffrance. Attends, Kamel. Subaru et Conan règlent les derniers détails pour être en capacité de tirer. Chaque détail compte, surtout ne l'oubliez jamais. Subaru ordonne à Kamel de courir, l'organisation est dans son dos. Chianti tire et touche Kamel en plein cœur. Du sang sort de sa bouche et c'est fini. Kamel est mort. Le dernier file de cette confrontation débute avec Kamel qui se retourne, la bouche en sang et tombe dans l'eau. Conan est complètement effrayé, on voit bien que pour la première fois cette confrontation le dépasse un peu. Et sans l'aide de Subaru ni de son père, il n'aurait jamais pu prendre en compte tous les paramètres. L'organisation montre enfin sa vraie puissance et une seule personne ne suffit pas pour les anéantir. Subaru lui fait un signe pour indiquer que tout s'est bien déroulé comme prévu, donc c'est assez bizarre. Et là on arrive sur la scène un peu what the fuck de la confrontation. À juste titre, Jin décide de jeter une grenade dans l'eau afin d'être sûr et certain que Kamel est mort, car l'onde de choc produit aurait pour effet d'exploser tous les organes internes. Au moment où Jin décide de jeter la grenade, Akai tire à plus d'1 kilomètre et il va réussir à effleurer la grenade qui ne tombe pas dans l'eau mais explose en l'air. Bon là je suis totalement d'accord que c'est assez surréaliste, pas impossible mais presque, c'est de l'ordre du 0,0001%. On sent bien que Gosho a voulu se faire un petit plaisir. Et là nous avons une sorte de remake du même type qu'au tout début, où Jin demandait à ce que l'on abatte Conan, puisqu'ici Jin se tient debout sur la jetée et fixe l'horizon en direction de la rive, donc ça nous fait clairement penser à la fois où Akai avait tiré sur Jin et l'avait effleuré à l'œil. Ici, Akai prend le parti de ne tuer personne, puisqu'il décide seulement de tirer au pied de Jin pour lui lancer une sorte d'avertissement. Il préfère clairement attendre d'avoir sous les yeux des membres encore plus élevés, à savoir Rome et Karasuma, voire peut-être d'autres membres qui sont peut-être plus élevés ou au même niveau que Jin. Il décide aussi de tirer dans la casquette de Kir pour montrer aux autres qu'elle aussi est en danger et ainsi protéger un minimum sa couverture. L'organisation se retrouve humiliée à devoir se mettre à couvert et fuir de l'île. Sur le yacht, malgré la déception de chacun, Vermouth montre la photo de Kamel qu'elle a sur son portable depuis la fois où elle s'était déguisée en Jodie, et là Kir ne se sent clairement pas bien, car Korn arrive, malgré son cerf-volant, à reconnaître Kamel. Il s'agit de l'agent que Rome lui avait demandé d'abattre 2 ans auparavant. Aïe aïe aïe, vous commencez à sentir la révélation arriver, attendez encore un petit peu.
De retour chez les Kudo, Kamel se fait couper les cheveux afin de changer d'apparence, même si je crois qu'avec sa mâchoire carrée il est grillé à des kilomètres. Mais surtout, pourquoi est-ce qu'on parle de Kamel alors qu'il est censé être mort? L'ensemble du stratagème nous est révélé sur pourquoi est-ce qu'il a réussi à survivre. J'avais fait un sondage sur Twitter et sur 50 personnes à jour dans les files, une majorité avait prévu qu'il survive. C'est vrai que d'un point de vue logique, c'est normal, mais j'avoue que personnellement sa mort ne m'aurait pas déplu. Bref, maintenant nous allons passer à au fameux stratagème. Avant de sortir de la forêt, lorsque Kamel est allé à l'agence touristique, il s'est attaché des paquets de feuilles dans le dos afin d'arrêter la balle. Et sachez qu'une épaisseur pareille fait réellement l'affaire et qu'encore une fois, Gosho s'est bien renseigné. Kamel a donc utilisé les capsules de faux sang afin d'augmenter le réalisme. Pendant que Kyanti lui tirait dans le dos, Akai, lui, était en train de lui tirer sur son torse qu'il a pu ajuster grâce à une petite lumière que Kamel avait placée au préalable. Par contre, le sang craché par Kamel était vraiment le sien, car avec l'impact de la balle dans son dos, ça n'a pas été sans douleur. Finalement, même si j'aurais aimé qu'il meure, je peux quand même avouer qu'il a mérité de survivre, car on peut dire qu'il en a chié. Course-poursuite, balle dans l'épaule, nager jusqu'à une île en étant blessé, chasse à l'homme dans la forêt et encore une fois se faire tirer dessus, c'était vraiment dur. 7 agents sont morts dans cette confrontation, ils en ont payé le prix fort, mais Kamel a tout de même pu rapporter l'information sur Rom. Rom, enfin, on y vient, je vais vous révéler son identité pour ceux qui ne le savaient pas. Un homme âgé, le crâne chauve qui était en réalité celui présent dans l'entrepôt quand Kamel a grillé la couverture de rail, à l'arrière d'une voiture de luxe accompagné de 2 hommes en noir. Il place de faux cheveux, se met une moustache ainsi que des fausses dents. Il finit par un cache-œil et nous avons Wakita. Bordel, que ça fait plaisir! Ma théorie était donc bonne. Maintenant, ne reste plus qu'à voir si les informations que j'avais sont exactes, mais en tout cas, le fond y est. On aurait pu croire que la révélation aurait été vers 2021-2022, mais non, Gosho a mis cette révélation dans le tome 100. Rien à dire, franchement, quand ce tome sortira en France, pigeon comme je suis, je m'achèterai le tome 100 en au moins 2 ou 3 exemplaires. Franchement, je ne crois pas qu'on puisse rêver mieux, car là, Wakita sans son déguisement est juste ultra badass, il fait peur et c'est ce que l'on attend du second de l'organisation. Intelligent, sur le terrain, il prend des risques et c'est ça que l'on aime. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé de cette confrontation, mais aussi de cette review. Pour les prochaines reviews, j'essaierai d'inclure des moments vivants avec la voix des personnages que les doubleurs du studio GS ont fait pour moi. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu si vous avez aimé, de vous abonner. Nous avons dépassé les 700 abonnés et ça fait vraiment plaisir comme d'habitude. Et sur ce, peace.